Enquête Galsen, le meilleur site d'actualité au Sénégal. L'information chez nous est partout. Remercier les représentants de partis qui sont venus. C'est vrai que le président de Kefal m'a envoyé tout à l'heure un message pour m'exprimer sa solidarité, comme il a toujours fait en tant que grand frère. Jean Bambetier était là, donc depuis 16 heures, et je m'excuse de ne pouvoir pas arriver à 17 heures. Donc, le président Bougane Gueye Dany, on est en contact depuis presque hier et je le remercie du traitement particulier qu'il a fait par rapport à cette manifestation. Je remercie également Elage, le représentant de mon ami et frère Thierno Bokou, et tous les représentants des journalistes et sommités qui sont là et qui sont reconnus dans la presse nationale. Je voudrais les remercier donc, de leur présence. Remercier les membres du parti qui sont là, le bureau politique, le comité exécutif, le président Mohamed Kiam, secrétaire politique du parti populaire Natangé, Florent Diata, responsable national des jeunes, Mamiba, président des femmes du parti, docteur Sarr, président des cadres du parti, Khadim, responsable de Kaola, Madi Kanté, qui est chargé de l'organisation du parti, et tous les membres du bureau politique du parti sont là. On ne peut pas, je pense que c'était tout le monde, et les délégations départementales également, les différents départements qui sont là. Je voudrais les remercier, les Guinéens et les départements qui sont venus du Sénégal. Nous ne sommes pas dans un meeting. On a essayé de ne pas aller vers cette conversion classique de la politique sur la mobilisation. C'est pour cela que, en fait, le format de cette s'il vous plaît, le format de cette cérémonie n'est pas un format de rassemblement politique. En fait, c'est une présentation d'un manuel, d'une conviction que j'ai portée depuis quelques années et que j'ai exprimée dans un ouvrage. Vous comprendrez, monsieur le modérateur, que je ne peux pas lire le livre. Je ne peux pas également parler du livre parce que c'est 130 pages. Donc le livre sera donné à tous les leaders déjà politiques qui donneront leur appréciation. Et j'ai terminé dans le livre par une phrase. Je ne cherche pas à avoir raison. Mais je cherche à ouvrir le débat politique. Et bon, je pense que depuis quelque temps, quand même, le Sénégal a besoin d'un débat de confrontation d'idées programmatiques. Et nous sommes obligés d'y confronter. C'est le temps des programmes, c'est le temps de la confrontation, parce qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle. On va aller vers le parrainage la semaine prochaine. Bon, j'ai pensé que pour avoir le parrainage, il faut quand même proposer quelque chose aux Sénégalais sous forme de vision. Parce que le livre, ce n'est pas le programme. Le programme va sortir au mois d'octobre. C'est 2 tomes. Le tome 1, c'est ma vision, mes engagements, mes priorités et en fait les accords populaires. Mais le tome 2, octobre, ça va être le programme détaillé sur la vision. Parce que la vision et le programme est différent. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous sommes pour la démocratie populaire. Nous avons créé un parti politique sur la base d'un diagnostic de la situation des partis politiques depuis 20 ans au Sénégal. Pour avoir fait, diriger le mouvement des jeunes d'un grand parti comme l'AFP pendant presque 5 ans, et pour avoir comprendre le mode opératoire utilisé souvent contre les jeunes et pour les jeunes. Vous savez, quand on est responsable des jeunes, souvent, on est simplement le bras armé du leader. C'est difficile d'être ingénieur et d'être responsable des jeunes. Souvent, c'est très difficile. Parce que souvent, c'est... En fait, comme me disait un mentor politique, un jeune ne doit pas faire de stratégie. Comprenez que, ça dit, il faut insulter. Quand tu es dans la stratégie, tu n'es pas aimé. C'est normal. Ça, c'est le diagnostic primaire de la responsabilité en tant que jeunesse politique. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous voulons une plateforme inclusive. Nous ne voulons pas renverser la pyramide.
Nous voulons que, par nos informaticiens, qui vont être une plateforme où tous les 133 accords populaires seront sondés dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on va proposer de l'accord 1 à l'accord 133 dans le digital, que les Sénégalais puissent dire que nous sommes d'accord sur l'accord, nous sommes contre l'accord. Voilà l'accord populaire. Et la validation se fera dans un mois. Si on valide les 133 accords, et puis on fera des programmes sur la base des accords validés. Sur la base des accords validés. C'est pour cela que, en fait, nous avons proposé un format simple, qui n'est pas une littérature compliquée, parce qu'on a fait des propositions sur des priorités que nous avons pour le Sénégal, sur le plan institutionnel. On a proposé 9 institutions pour l'avenir du Sénégal. Ça peut être discutable, je disais tout à l'heure que je ne cherche pas à avoir raison. Moi j'ai envie qu'on me dise que nous ne sommes pas d'accord avec vous. D'ailleurs le but cherché c'est ça. Que quelqu'un vienne me dire, un candidat, que ce que tu as proposé, ce n'est pas bon pour le pays. Et puis, essaie de me convaincre sur la base de son programme, lui. Parce qu'on va arriver à ce niveau-là. La présidence de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur religieux, et là je m'arrête, le Conseil supérieur religieux. On l'a proposé, ça va être sujet à débat, parce que nous avons pensé que notre justice a un problème de confiance institutionnelle. Maintenant, comme s'il y a des difficultés, nous appelons les khalifes généraux des Mourides, des Tidjanes, tous les khalifes généraux à régler la situation. Nous voulons des conseils de surveillance qui vont contrôler ce que font les magistrats. C'est pour cela que nous avons proposé un conseil de surveillance religieux dans les chambres au niveau de la cour constitutionnelle qui va remplacer le conseil constitutionnel, et dans les chambres criminelles, les khalifes généraux sont représentés pour vérifier est-ce que les magistrats font le travail du peuple. Parce que la justice doit être dévolue par le peuple. Nous avons proposé, comme 5e institution, le Conseil national de la justice. Et là, c'est débat. J'ai vu des candidats qui ont proposé le Conseil supérieur de la justice. Et qui s'arrêtent sur le fait que la justice est une affaire des magistrats, des avocats, voilà, tout ça. Mais nous allons plus loin. Nous pensons que la justice est une affaire nationale. C'est pour cela que nous avons proposé le Conseil national de la justice, comme 5e institution, qui sera présidé par le recteur de l'université de Dakar, par l'un des recteurs des universités de droit de Dakar, qui n'est pas magistrat et qui sera en rotation sur 2 ans. Parce qu'on ne peut pas aller vers l'élection du président du Conseil, parce que nous connaissons les contreparties politiques. Un président du Conseil national de la justice qui fait campagne et qui gagne une élection pour présider cette institution aura des contreparties à rendre à quelques membres qui l'ont soutenu. Donc nous voulons simplement que cette institution soit dirigée par rotation par l'un des recteurs des universités de droit du Sénégal. Maintenant, c'est les professeurs d'université qui verront chaque 2 ans celui qui va diriger le Conseil national de la justice. Et ce Conseil national de la justice aura des représentants de tous les corps de la société. Déjà, le Conseil de surveillance religieuse, les magistrats, les avocats, les professeurs d'université, les journalistes doivent être représentés dans le Conseil supérieur. Les pêcheurs doivent être représentés. Et le jury doit être constitué par tirage au sort par des personnes épris de paix et de justice. Nous avons proposé comme 6e institution l'Assemblée régionale des terroirs, qui sera une assemblée où tous les maires des régions seront représentés. C'est-à-dire qui va remplacer le conseil départemental qui, en fait, me semble être une institution qui a des dotations, mais qui n'a pas de politique, de compétences proprement déclinées dans les transferts de compétences. Donc le conseil départemental va être supprimé. On propose une assemblée régionale des terroirs, où seront représentés tous les maires de la région. Les membres de cette assemblée seront les maires des régions. Nous allons proposer comme 7e institution
le conseil citoyen dans les quartiers, dans les communes, qu'on ait un conseil citoyen. L'Assemblée nationale, on a évolué un peu sur le nombre parce qu'on a proposé qu'on évolue vers 200 membres, 200 députés. Je pense que ça va être discutable. Les gens vont dire qu'on a augmenté le nombre de députés. Non. On a augmenté, nous, par notre conviction, le nombre de députés à 200, mais on a changé le système d'élection des députés parce qu'il n'y aura plus de liste nationale. Les députés seront élus dans les arrondissements. C'est-à-dire aujourd'hui, parcelle, Mamadou Gaye original, parcelle, plateau est un arrondissement, et puis le député sera élu au suffrage universel direct. On va répartir les 552 communes en 200 circonscriptions. Chaque circonscription, on aura un député à élire là-bas et qu'il n'y aura pas de liste nationale. Donc le député, c'est le journaliste, le commerçant qui a envie d'être député pour son terroir et de battre campagne et de gagner la circonscription pour aller à l'Assemblée nationale. Cela pour éviter que demain, qu'on vienne nous dire que bon, Goudiaby est le député de Djefal. Je sais qu'il n'est pas député de Djefal. Djefal n'a pas cette conviction, je le connais bien. Pourquoi nous dire demain que, bon voilà, il y a un député du président de la République. Les députés doivent émaner des circonscriptions et au niveau des communes. Donc voilà les 9 institutions qu'on a proposées sur le plan de l'institution institutionnelle. Sur le plan économique, parce qu'on va traiter 3 parties, parce que je disais au modérateur que je ne peux pas exposer le livre, comprenez que sur 20 minutes, qui est prévu pour donner mon orientation, ma vision sur le livre, je ne peux pas développer sur 130 pages, donc c'est pas. Donc je viendrai sur les détails, sur les parties les plus importantes. La loi sur la parité sera rediscutée au niveau des mouvements féminins. Pas cette loi puisse payer une amende, comme ça se passe au niveau. Donc, je ne dis pas qu'il faut supprimer cette loi, mais cette loi doit être rediscutée. Donc c'est un débat que nous posons, un débat courageux. Bon, je pense qu'on aura peut-être les spires des mouvements des femmes, mais voilà, la balle est lancée. Maintenant, les gens vont en parler. C'est des propositions que nous avons faites. Et nous avons proposé également, sur le plan économique, que l'agriculture soit le moteur de la croissance économique. Vous savez, je pense que la 13e législature, toutes les lois des finances, peut-être qui sont passées, on a eu l'occasion de participer en tant que membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et l'agriculture qui était dans le PSE, le pilier de la croissance économique, en termes d'investissement, si je vous donne des chiffres, le ministère de l'Agriculture, en fait, a un budget d'investissement en transfert capital et transfert courant de moins de 60 milliards d'investissements. On ne peut pas vouloir dire que notre pilier économique c'est l'agriculture et mettre 50 milliards. Nous allons mettre 350 milliards à 400 milliards. 20% du budget, 20% du budget national. Donc c'est ça. En termes d'investissement, je veux dire. On ne peut pas régler ça sans la maîtrise de l'eau. Donc, il faut une agence nationale de maîtrise de l'eau qu'on appelle ANAME, pour reprendre les zones de l'ANAME. Donc, on mettra beaucoup d'argent pour maîtriser l'eau. Parce que 25% de la population travaille sous pluie, pendant l'hivernage. On ne peut pas faire une activité agricole pendant l'hivernage et gérer les 9 mois qui restent. Ce n'est pas possible. Donc si on ne peut pas faire l'agriculture sur les 12 mois, si on ne peut pas maîtriser l'eau, on n'aura pas un fondement d'une vision agricole qui peut atteindre les objectifs de croissance que nous voulons dans notre programme en tant que secteur. Donc l'agriculture, c'est le moteur de la croissance économique. Nous avons dit que, en fait, les bassins de rétention, les cours d'eau et lacs, le président Abdoulaye Wade a fait des efforts sur les lacs et les cours d'eau. Il faut faire revenir ça. Les fleuves, OMVS, le fleuve de Gambie, tous ces cours d'eau, il va falloir qu'on mette des moyens pour l'irrigation. Mais pour pouvoir faire de l'irrigation, il faut que les matériaux qui sont utilisés dans l'irrigation soient produits au Sénégal. Donc, pour aller
simplement vers ce nationalisme économique qui doit augmenter la production nationale. Si on ne travaille pas sur la production nationale, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas quand même jouer sur notre déficit commercial, qui est à 400 milliards, qui évolue à 5% chaque année, mais c'est à 8-9%, parce que si on met tous ces déficits extra qui tournent autour de le déficit global des entreprises, si on le met avec le déficit de l'État, on est à 600 milliards de déficit. Non, bon, les chiffres c'est 340-50 milliards, mais bon, on est à plus de 600 milliards de déficit. Le Sénégal est un pays de commerçants. Et malheureusement, nous vendons des produits étrangers. Et je pense que j'ai eu un débat avec le ministre des Finances sur leur vision de la douane. Moi, je ne crois pas aux recettes de la douane. Parce qu'un pays qui se glorifie d'avoir des recettes douanières de 1000 milliards, ça veut dire que les importations ont augmenté de manière gravissime. C'est-à-dire, si on applique notre vision de la production intérieure, les recettes douanières doivent diminuer. C'est-à-dire, nous, dans notre programme, on doit quitter 1000 milliards de recettes douanières pour aller à 300 milliards de recettes douanières. On doit diminuer les recettes douanières. C'est ça notre vision de la production intérieure. Maintenant, si les Sénégalais doivent appréhender notre programme dans le Sénégal, il faut qu'on accepte aussi de consommer ce que nous produisons. Si on ne consomme pas ce que nous produisons, ce sera très difficile de jouer sur la production nationale et de faire de l'agriculture l'un des moteurs de la croissance. Ce sera impossible, d'ailleurs, il faut le dire, ce sera impossible d'aller sur l'objectif. Sur le plan des ressources pétrolières et gazières, nous avons proposé une répartition juste des ressources pétrolières et gazières par un fonds national qu'on va créer de répartition des ressources. D'où 20% de ces ressources vont être distribuées aux communes, aux collectivités territoriales. L'État a fait voter une loi qui répartit à 70% dans le budget primitif les ressources, 21% pour le fonds de souverain, le fonds souverain. On ne sait pas qui sera placé où, qui gagnera les intérêts de ce fonds souverain, on va en faire quoi? Nous, on a dit que pour un fonds souverain, mieux vaut anticiper sur les secteurs sociaux. C'est pour cela qu'on a dit que nous allons orienter les 20% du pétrole et du gaz vers les collectivités territoriales. Et demander aux collectivités territoriales de construire des écoles et des hôpitaux. Secteur éducation et santé. Orienté, un fonds orienté, ce n'est pas un fonds spécial. Un fonds orienté vers l'éducation. Nous avons des abris provisoires, 15% des abris provisoires encore. Il y a des postes de santé qui n'ont pas encore de maternité. Nous avons dit que tous les postes de santé feront le minimal en termes de laboratoire d'analyse minimale et une maternité sur les 552 communes du Sénégal. C'est ça le projet que nous le proposons. Nous avons dit également que sur la politique territoriale, la capitale de Dakar sera prolongée jusqu'à Bourg. Ce n'est pas parce que j'habite à Bourg, hein, c'est une conviction que je porte depuis des années. Ça aussi c'est un débat. Parce qu'à Lagos, à 600 km, on est dans la capitale. On peut avoir une capitale de 100 km. On quitte, on est à Djamnavé, on nous dit que Dakar est fini. On va aller jusqu'à Bourg. Pour revenir le Cap-Vert, la grande capitale. Parce qu'on a l'aéroport qui est à Bourg, le Dias. On a les hôtels 5 étoiles qui sont à... Donc pour gérer cette homogénéité de la capitale, nous allons proposer à ce que la capitale soit prolongée jusqu'à la petite côte. Pour maintenant se répartir tous les ressources en termes d'impôts locaux également. C'est vrai que je disais à mon ami Barthélémy Diaz il y a 2 ans que c'est pas parce que vous avez le ciel de la Sonatel que les impôts directs de la Sonatel doivent rester à Mermoz. Ça n'a pas. Les impôts doivent être partagés au niveau national. L'aéroport de Dias est un ouvrage national. Ces impôts, directs ou indirects, doivent être bénéficiés à toutes les communes du Sénégal. Ce n'est pas Dias exclusivement. Donc tous les investissements publics de grande envergure, des projets de l'État qui coûtent des milliards,
En fait, le siège ne déterminera pas l'assiette fiscale. C'est ça qu'on a dit. Donc tout ça, c'est en fait sur le plan territorial. Nous avons dit qu'on va créer 6 pôles territoriaux. Et là, je l'ai repris du programme de mon ancien mentor. Je ne me gêne pas de dire que la base quand même de mon programme, c'est l'empirisme que j'ai vu également. Moussa Agnès l'avait proposé en 2012, je faisais partie des cadres qui avaient travaillé sur ça, je l'ai repris. Et c'est une conviction que je porte depuis 2012. Que le Sénégal, on doit aller à 6 territoires. Parce que, bon, Dakar, Thiès, Diourbel, un territoire qui va travailler sur Kaolack, sur l'agriculture, sur la transformation industrielle, sur la production. La vallée Saint-Louis, Matam, va travailler sur l'agriculture, les Niayes, donc l'industrie, Tambacounda, les mines, Tambacounda, Kédougou, par terroir. Chaque terroir, composé de 3 régions, sera déterminé par en fait l'activité économique de ces 3 territoires. Et puis on mettra une harmonisation de l'activité économique. Ça c'est les 6 territoires que nous avons proposé dans le livre. Nous avons proposé le service militaire obligatoire pour les élèves de la seconde ou de la terminale. C'est-à-dire que le service militaire sera en fait un moyen de discipliner, parce qu'on a un problème d'orientation avec notre jeunesse également. C'est-à-dire qu'il faut quand même, au-delà de ce que nous faisons, qu'on essaie d'aller vers l'éducation civique, qu'on essaie de travailler sur le patriotisme, qu'on essaie de travailler sur la discipline. Et je pense que l'armée, en fait, nous savons tous que c'est un moyen qui permet d'accepter la contradiction, d'accepter en fait la souffrance, d'accepter pour les jeunes. Et ça va les servir après. Parce que bon, ça leur permettra d'avoir un dos rond et puis de se préparer pour l'avenir, pour les grands chantiers de l'université qui s'ouvrent à eux. Pour cela, nous avons proposé le service militaire obligatoire pour les élèves avant d'aller à l'université. Nous avons, dans le livre, travaillé sur une inversion qui peut se faire comprendre. Parce qu'on a donné notre programme avant de faire le diagnostic de la situation économique. Parce que souvent, les manuels classiques de programme, on fait la situation du diagnostic, la situation du pays. En fait, on critique le pouvoir, on critique le PSE avant de donner nos recommandations. Nous, on a donné nos recommandations avant de faire la critique. La critique, on l'a fait en conclusion. Le secteur informel que je veux venir. Parce que la base du PSE, le PAP d'ailleurs, le plan d'action prioritaire du PSE, est financé à 43% par le budget du Sénégal. D'ailleurs, ça c'est une faiblesse. Et que nous avons 150 000 fonctionnaires et 300 000 qui travaillent dans le privé. Bon, 350 000. Si on fait la somme, on est à 600 000 au maximum qui sont dans l'activité de la fonction publique et du privé. Nous voulons harmoniser l'administration et le privé. C'est pour cela que nous avons proposé la suppression de l'ENAM, qui sera remplacée par l'ESCAP, l'École nationale d'administration, sera remplacée par l'École supérieure des cadres de l'administration et du privé. Les enseignements seront partagés partout parce que bon, un préfet peut être sortant de l'ESCAP, un préfet peut être sortant de l'IAM, de l'ISM. Il y a des fonctions dévolues qui étaient dévolues à l'ENAM qui seront données à la possibilité à tout le monde. Quelqu'un qui a envie, qui a fait des études dans les institutions agréées dans l'ESCAP et dans les écoles de formation agréées par l'État, s'il a envie d'être douanier, il fera le concours de douane pour être douanier. Donc on ne peut pas exclusivement laisser l'ENAM à des fonctions régaliennes, comme ça. Donc pendant presque, et l'évaluation depuis 60 ans. Il y a quelqu'un qui me disait qu'ils sont moins de 3 000, mais bon, évaluer ce que les fonctionnaires ont fait depuis presque 60 ans dans ce pays. Bon, on peut ouvrir le débat là-dessus prochainement, sur le débat politique. Vous savez, je n'ai jamais vu un fonctionnaire milliardaire dans d'autres pays.
On ferme la parenthèse pour les plateaux éventuels. Mais j'avoue que, en fait, il faut ratisser large sur la fonction, sur les fonctions dévolues à l'ENA. C'est pour cela que nous avons proposé l'ESCAP, l'école supérieure des cadres de l'administration et du privé. Nous avons également proposé l'intégration de l'assainissement, on est à 37% d'assainissement rural. C'est le 63% qui ne sont pas dans l'assainissement. Donc si on veut aller à 60% d'assainissement en 2029, il va falloir qu'on propose l'assainissement individuel et collectif. C'est pour cela que nous avons proposé dans le document une banque nationale du secteur informel et des jeunes avec un fonds de garantie. Parce qu'il y a deux problématiques du financement du secteur informel. Il y a le financement, il y a l'appui institutionnel, il y a aussi le fonds de garantie. Parce que les jeunes promoteurs n'ont pas de sûreté, n'ont pas de garantie. Nous avons une subvention de 120 000. On s'est décidé qu'on va donner à tout jeune qui peut justifier une activité commerciale, registre de commerce, NENAIA, et ces 120 000 seront déposés dans une banque sous forme de caution. Soit le jeune qui est dans le secteur informel prend cette caution et présente un projet à la banque qui va le financer. Et ce projet sera en fait orienté vers le secteur informel. Je l'ai dit tout à l'heure, 500 000 fonctionnaires, 450 000 qui travaillent dans le privé. Par un diagnostic de la situation économique du Sénégal, sur les plans qui sont revenus de manière classique, sur la stratégie d'accélération de la croissance, sur le PSE, et sur tous les plans qui ont été réalisés depuis 60 ans. Le diagnostic est le même. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un plan en 1980, faire un plan en 1960, et venir en 2012 faire un plan et avoir le même diagnostic. Ça veut dire les mêmes problèmes. Ça veut dire que là aussi, bon, on a besoin, c'est pour cela qu'on a terminé par les diagnostics. Pour dire que les diagnostics sont similaires. Voilà. Donc il y a un réel problème qui va toucher notre génération. Il y a un réel problème pour changer l'ordre établi. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas peut-être dépasser ça. En tout cas, je vous remercie. Enquête Galsen, le meilleur site d'actualité au Sénégal. L'information chez nous est partout.